Et pour mieux le cerner, justement, cet univers pas si invisible que ça, on s'est entouré ce soir d'experts en la matière. Il y a d'abord le docteur Stockbrooks, il est docteur en sciences appliquées. Et il y a aussi Benoît Loup, spécialiste en pollution électromagnétique. Alors, pour que l'on comprenne bien vos fonctions respectives, est-ce qu'on peut dire, docteur Stockbrooks, que vous, de par vos travaux finalement en laboratoire, vous contribuez en quelque sorte à aider à établir ces normes et que monsieur Loup, lui, sur les terrains, les remet en question? On peut voir ça comme ça, donc c'est assez indirect, je dirais, ma contribution. C'est plus de pouvoir dire, voilà, qu'est-ce que l'on peut constater dans la vie réelle, quels sont les niveaux, quelles sont les natures des rayonnements électromagnétiques, leur modulation, quels sont les différents systèmes qui y contribuent, quelles sont l'importance de l'un et de l'autre dans la vie quotidienne. À partir du moment où ils ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, est-ce que ça peut dire, est-ce qu'on peut dire que ça remet en question finalement ces normes? C'est pas normal ça. Les 27 États membres ne sont pas d'accord sur les mêmes normes, mais imaginez que dans les régions des différents pays, on n'est pas d'accord non plus sur les mêmes normes. C'est une cacophonie épouvantable. Le consommateur est perdu et en fin de compte, on a des degrés d'exposition différents suivant les régions dans lesquelles on va vivre. On va pas parler tout de suite de cancer, mais concrètement, qu'est-ce que l'organisme subit par rapport à ces ondes? C'est quoi le désagrément au quotidien? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça provoque sur les organismes? Principalement, les personnes témoignent de problèmes de confort de vie, d'insomnie, d'irritabilité, d'une augmentation du stress. Donc ce sont toute une série de problèmes de confort de vie qui peuvent apparaître et qui, à long terme, si on est déjà porteur de maladies chroniques ou de problèmes endogènes, peuvent aggraver la situation. En laboratoire, docteur Stockbrooks, on arrive aux mêmes conclusions, même si votre spécialité, évidemment, c'est pas de régler les problèmes de santé. Vous êtes là pour faire des mesures concrètes. Oui, donc moi je ne m'occupe pas des problèmes de santé directement, mais évidemment je suis la problématique depuis de nombreuses années, donc une certaine culture générale sur le sujet. Et donc, ce que l'on peut dire, ben oui, il y a de plus en plus de résultats d'études qui montrent des effets biologiques. Et voilà, maintenant la question, un effet biologique est-il pathogène? C'est encore une autre question, on peut détailler si on veut. Voilà, un effet biologique, c'est une agression du système biologique. Mais il faut en avoir peur de ces ondes, oui ou non? En tous les cas, il faut adopter un comportement prudent. Parce qu'aujourd'hui, rien ne permet aux consommateurs, en achetant du matériel électrique ou du matériel électronique, que ce soit des technologies sans fil ou reliées au courant électrique, d'avoir des systèmes qui sont parfaitement compatibles pour la santé. Ils sont compatibles sur le plan des normes et électrotechniques, mais pas sur le plan de la santé. Alors, sans évoquer cette fameuse théorie du complot, je vous dis ça parce qu'on a eu beaucoup de réactions suite à l'émission radio ce matin sur Internet, via le site de l'émission. Beaucoup de téléspectateurs évoquent des lobbies industriels importants. Est-ce que vraiment, comme je vous le disais, sans tomber dans cette théorie du complot, il y a un peu de vrai là-dedans? Est-ce qu'il y a vraiment des lobbies qui essayent, par exemple, vous influencer dans votre travail au quotidien par rapport aux résultats que vous pourriez amener à la communauté? Moi, personnellement, je ne subis pas de lobbying. Maintenant, au niveau international, au niveau de l'OMS, il faut probablement qu'il y ait un lobbying très intense. Il y a des enjeux financiers? Il y a des enjeux financiers, évidemment, puisqu'il y a toute l'industrie des télécoms qui est derrière. Cela dit, cela n'empêche pas au monde politique de prendre ses responsabilités. Et donc, ils sont là pour ça. Et donc, on a effectivement au niveau des organismes internationaux des experts scientifiques qui doivent avoir un devoir de rigueur. On leur impose peut-être trop de rigueur, où il y a une incompréhension entre le monde politique et ces scientifiques qui donnent un résultat très rigoureux, et puis le monde politique qui doit appliquer, lui, le principe de précaution. Il faut pas Question chez Xavier. Oui, moi j'ai envie de savoir sur quel principe on a fixé ces normes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, 3 volts pour moi, ça ne veut rien dire. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique sur quel principe et ce que ça signifie tout simplement. Voilà, donc pour schématiser, au niveau international, les limites qui sont adoptées sont basées exclusivement à peu près sur le phénomène d'échauffement des tissus, le principe du four à micro-ondes bien connu. En dehors de ça, il y a toute une série d'effets biologiques qui ont été mis en évidence et qui interagissent notamment avec le système nerveux. Et donc les normes dans les pays sont prises en décidant à quel niveau on applique ce principe de précaution, de dire voilà, il y a potentiellement un risque très grave et donc on ne doit pas se contenter de ce dont on est certain, on doit adopter une certaine prudence. On n'est pas des pigeons le retour. Il est encore question d'ondes et de champs magnétiques dans la seconde partie de cette émission. Des ondes, Mickaël, que l'on peut éviter. Les éviter, pas vraiment, parce qu'on baigne dedans. Par contre, on peut peut-être s'en prémunir. Alors, Benoît Loup, sans investissement financier particulier, est-ce qu'il y a des petits trucs, des petits conseils que l'on peut donner aux téléspectateurs pour éviter les effets néfastes de ces ondes qui nous entourent?
Principalement, l'exemple le plus connu, c'est celui du GSM. On peut limiter la durée d'exposition à quelques minutes et pas utiliser le GSM pendant des heures, surtout quand on a un cerveau en développement, comme c'est le cas des enfants. Je pense aussi aux appareils électriques, s'entourer d'appareils électriques à la tête de lit et autour du lit avec des câbles sous tension, des réveils électriques, des lampes de chevet qui ne sont coupées que de manière unipolaire parce que les constructeurs n'enlèvent pas l'entièreté de la tension sur ces éclairages. Il vaut mieux choisir des interrupteurs bipolaires qu'on trouve dans le commerce chez les grossistes en électricité. Il y a plein de choses à faire. Se tenir à bonne distance d'appareils qui sont un peu plus rayonnants comme le four à micro-ondes, ne pas rester avec les yeux devant quand il fonctionne. Donc c'est du bon sens finalement. Docteur Storkbroeks, on vient également sur votre fonction. Vous, en laboratoire, vous mesurez, vous calculez. Est-ce que vous partagez également ces conseils? Il faut avoir ces bons réflexes de base? Oui, absolument. Donc ce sont effectivement les bons réflexes. C'est s'éloigner de la source, c'est limiter le temps d'exposition. Et puis, effectivement, il existe aussi des solutions qui nécessitent un petit peu d'investissement. Et finalement, si ces normes, on peut faire confiance à ces normes. On n'a besoin de rien, logiquement. Benoît Laupe. Pour moi, je veux bien laisser la parole, il n'y a vraiment pas de souci, on est complémentaires, donc allons-y. Mais pour moi, pour ces normes, elles ne sont absolument pas biocompatibles. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des effets à des niveaux beaucoup plus bas. Il ne faut pas oublier que les normes ont été fixées sur base de modèles de mannequins remplis d'un gel dans lequel on mesure, comme le disait le docteur Storkbroeks tout à l'heure, la température, le dégagement d'énergie dans un mannequin rempli d'un gel. Bon, c'est un modèle, on ne peut pas mettre une sonde de température dans la tête d'un être vivant. Ce ne serait pas sympa pour l'être vivant en question. Maintenant, en même temps, on est beaucoup plus complexe et il ne faut pas oublier qu'une cellule qui compose des organes et des organes qui composent un organisme vivant sont quand même autrement plus complexes qu'un mannequin rempli d'un gel pour mesurer des effets. Les gens qui nous regardent à la maison maintenant, qu'est-ce qu'ils font après avoir vu des reportages comme cela, après avoir vu votre avis? Est-ce qu'ils doivent faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on est toujours dans cette notion un peu floue? On adopte un comportement prudent. C'est la précaution. Et on s'informe, surtout. Exactement, c'est s'informer, et si on est vraiment préoccupé par la question, que l'on est convaincu d'un effet, eh bien pourquoi pas prendre des dispositions pour se prémunir et donc faire des systèmes de blindage. Maintenant, être prudent aussi par rapport à toutes les solutions qu'on trouve sur le marché. Il y a des grandes arnaques dedans aussi. Mais cela dit, pour qu'on comprenne bien, vous n'êtes pas des anti-progrès, vous ne dites pas stop au GSM, absolument stop au pas. Vous dites juste qu'il faut, peut-être pour que les industriels comprennent aussi le message, adaptent leur façon de produire. Mais ça existe déjà, des industriels aujourd'hui, notamment dans les pays de l'Est et dans les pays nordiques, ont déjà développé des produits qui rayonnent nettement moins fort que ce soit ceux utilisés au niveau domestique ou la fabrication d'oreillettes qui ne conduisent que l'air à l'intérieur plutôt que de conduire le champ électromagnétique. Donc il existe des tas de solutions. Mais si on y pense maintenant, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Ah oui, tout à fait. S'il y a des solutions pour protéger des problèmes qui n'existent pas, c'est que ces problèmes existent.